Oui, aujourd'hui, je suis ministre de la promotion de la jeunesse, porte-parole adjoint du gouvernement, porte-parole adjoint du RHDP. J'ai eu l'opportunité donc de faire de bonnes études. J'ai eu l'opportunité donc de travailler. Mon plus grand rêve a toujours été d'être avec Alassane Ouattara et Dieu m'a donné cette possibilité. Aujourd'hui, je travaille à ses côtés. Je participe à ses côtés à la transformation. Mais j'aurais pu ne pas être là. Rien ne justifie que je sois là où je suis aujourd'hui. Parce que quand il y a eu le 19 septembre 2002, à l'époque, quand j'étais étudiant, tous les mercredis, je me retrouvais à la Sorbonne avec d'autres amis étudiants. Certains sont en Suisse aujourd'hui, Dosso, Hubert, etc. Dosso, lui, il était à Boba Djamé. Douabi, Irie, Janvier, Hubert, qui est en Suisse aujourd'hui, lui était à l'Université de Cocody, mais en CBCG. Moi-même à la fac de droit. Et on partait faire débat contradictoire avec les Nado Clément, les Dakouri, etc. Et le 18 septembre, le dernier débat que j'ai animé à la Sorbonne, le débat était en rapport avec la situation sécuritaire, puisqu'à l'époque, il y avait déjà des rumeurs de coup d'État, et puis des gens étaient arrêtés par-ci, par-là. Et j'ai, au cours de mon dernier entretien, eu un discours qui m'a condamné. J'ai pris la parole, j'ai dit, bon, en 1999, toute l'opposition a applaudi le coup d'État contre le président Bédié, notamment le président Gbagbo, qui en 1999 a même qualifié ce coup d'État de coup d'État républicain. Parce que pour lui, le président Bédié avait obstrué les voies démocratiques et que le seul salut pour la démocratie, c'était donc le coup d'État de 1999. Et j'ai poursuivi mon raisonnement en disant que si, au lieu d'arrêter les gens, parce qu'à l'époque, les questions politiques n'étaient pas résolues, on avait eu un forum de réconciliation nationale avec Seydou Diarra, dont les recommandations n'avaient pas été appliquées. Donc j'ai dit, mais il faut appliquer les recommandations et puis ouvrir le jeu. Parce que s'il ne le fait pas, et que demain il y a un coup d'État, mais comme lui il a applaudi là, on va applaudir aussi. Et puis malheureusement pour moi, le lendemain, il y a eu coup d'État. Or, comment je disais demain là, c'était si un jour, j'aurais pu dire si un jour. Et je dis, mais si demain il y a un coup d'État, et puis le 19 septembre, il y a eu coup d'État. On dit non, 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 vraiment Touré là, vraiment il était d'État. Il est même venu annoncer ici la veille qu'il y aura coup d'État. Mais j'ai été pourchassé. Ça, je le dis, c'est la première fois que je témoigne publiquement. J'ai été pourchassé. J'ai été découpé à la machette, j'ai failli perdre mes doigts, je porte encore les cicatrices, vous pouvez regarder. Découpé à la machette dans le dos, la cuisse, les mains. Et après mon agression, mon parti me fait soigner au CHU donc de Cocody. Je suis pris en charge par le professeur Samuel Kadegukou, qui me confie à un infirmier qui m'a fait toutes les sutures donc de la main, de la cuisse, du dos. Mais comme à l'époque, il y avait des messages qui étaient lancés pour dire que si vous voyez des gens suspects, il faut signaler. Mais le procès Samuel Kadegukou a été signalé après mon truc au CHU. Donc lui-même, il a dû fuir pour aller se cacher. Ça s'est passé exactement le 8 octobre. Bon. Après ça, je me suis retrouvé en famille. Et puis un jour, pendant que je suis dans la cour familiale à Williams-Civil, je crois que c'était le 30 octobre, des gens viennent taper à 5 heures du matin, viennent taper à la porte. Ouvrez, ouvrez, police, ouvrez, ouvrez, police. Et comme je suis d'une famille musulmane, donc à cette heure-là, donc les gens se lèvent pour prier. Donc ils ouvrent. Et puis, où est Touré Mamadou? Donc le jeune qui a ouvert donc le portail, avec tout ce que j'avais déjà subi et qui savait que, comme tout le monde, que j'étais recherché, on a dit, ah mais moi je ne connais pas Touré Mamadou. Ils l'ont pris, ils te l'ont bastonné.
Et ils ont demandé à tout le monde de sortir, parce qu'ils sont venus me prendre. Donc mes frères et sœurs, tout le monde est sorti. Alors, je peux faire une visite après, parce que la cour familiale encore à Williams-Civil. Donc, mon père a une grande cour, il y a une villa principale, et puis, donc, à l'arrière-cour, il y a des dépendances. Et comme mon père était polygame, donc chaque femme avait donc avec sa maison derrière. Et moi, je dormais donc dans la maison donc, de ma mère. Mais la villa principale, donc, qui est devant, donc quand tu rentres dans la cour, donc quand ils ne savent pas qu'il y a des dépendances derrière. Donc, ils ont fait sortir les uns et les autres. Ils veulent savoir où je suis. Et mes frères disent non, il n'est pas là, il est là à Daloa. Ils disent c'est pas possible. Le couvre-feu, c'est, je crois, c'était entre 19h et 6h du matin ou 5h du matin. On a intercepté l'un de ces appels à 21h. À 21h, il était à Abidjan. Entre 21h et 5h du matin, il ne peut pas aller à Daloa. Aucune voiture ne roule parce qu'il y a couvre-feu. Donc il est là. Dites-nous où est Touré Mamadou. Et j'ai mon petit frère, Aruna, qui est aujourd'hui à Paris. Donc qui prend le devant, puisqu'ils disent, bon, comme il n'est pas, vous ne pouvez pas indiquer qui est Touré Mamadou, mais on va aller avec vous tous. Et puis quelqu'un va l'identifier parmi vous tous là, qui est Touré Mamadou. Ou bien, puisque pour eux, les gens peuvent cacher leur identité, etc. Et mon petit frère, pour me protéger, qui dit, bon, allons-y. En se disant, bon, en disant, allons-y, il n'irait pas, ils étaient 6, armés, Kalash et tout ça. En disant, allons-y, les gens n'iraient pas donc à l'arrière-cour pour aller fouiller et puis me retrouver. Moi, pendant ce temps, j'étais encore couché. Je ne savais même pas ce qui se passait. Donc, mon petit frère qui dit, allons-y. Au moment où il dit allons-y, il y a un qui se rend compte qu'il y a des dépendances derrière. Donc il y a 3 qui sortent avec tous mes frères et tous. Et il y a 3 autres qui vont à l'arrière-cour et qui vont pour fouiller. Et ils commencent à fouiller maison après maison. Maison après maison. Et moi qui étais couché, j'entends toquer. On toque à la porte, donc j'ouvre. J'étais dans une petite culotte et puis un petit short. Ma main, tout ça était bandé parce que, bon, j'avais été, comme j'ai dit, agressé. Et puis, il me dit, police, contrôle votre pièce d'identité. Donc, je sors ma carte, je lui donne, il regarde. Il dit, c'est toi, Touré Mamadou. Je ne sais même pas pourquoi ils sont là, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, c'est toi, Touré Mamadou. Je dis, oui, c'est moi, Touré Mamadou. Il dit, bon, attends-moi sur la terrasse. Comme ils étaient 3, il y a un qui était en train de fouiller une maison avant. Et je crois que leur chef est en train de fouiller la maison d'après. Donc, il est allé donc dans la maison d'après, certainement pour aller dire au chef que bon, il m'a vu. Et là, je marche là, je vais sur la terrasse, la cour est vide. Je vois ma belle-mère qui est encore là, qui est encore à Williams-Civil. Je vois ma grande sœur en pleurs. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ils disent qu'ils sont venus te chercher. Là, je panique. Que faire? Ma belle-mère me dit, bon, rentre au niveau de la villa principale, rentre dans la maison, tu vas te cacher dans la chambre de ton père. Ma grande sœur me dit de prendre la clôture, mais je ne peux pas, ils sont à 50 mètres de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre de clôture. Donc je décide de me résigner de sortir. Ma belle-mère me dissuade de sortir parce que dehors, les autres, vous savez que tous mes frères et autres sont dehors, ils disent ne sors pas, si tu sors, ils vont te tuer. Et je me résigne, je vous jure, je me résigne. Et puis, on l'appelle Yabé, ma belle-mère. Non, Yabé, c'est fini. Voilà. Et puis, je décide de sortir. Je sors. Il devait être maintenant vers 5h45, 6h du matin. Effectivement, de l'autre côté de la route, il y a 2 pick-up, tous mes frères dehors. Il y avait un élément qui avait donc les pièces d'identité qui regardait, et puis un autre qui lui parlait, mais on ne va rien lui faire, on veut lui poser juste 2 ou 3 questions, pourquoi il se cache, mais on ne va rien lui faire. Et mes frères dehors continuent à dire, non, mais il n'est pas là, il est parti à Daloa. Donc quand je m'arrête au portail, et puis ils me voient arrêter au portail, alors qu'eux étaient en train de dire que je ne suis pas là, je vois le masque sur eux, tous leur visage. Et c'est là que le miracle va se produire. Je ne peux pas courir parce qu'ils sont de l'autre côté de la route, mais tout est vide puisque le coup-feu vient de finir, tout est vide. Si je cours, on me voit courir, on peut m'abattre. Donc je décide vraiment dans la résignation de marcher et puis d'intégrer le groupe. Donc je marche.
Puis j'intègre donc le groupe. Et je me rends compte là qu'aucun des 3 éléments armés venus me chercher, aucun des 3 n'a fait attention à moi quand j'ai traversé, je suis rentré dans le groupe. Et j'ai dit à haute voix, je vais faire pipi. Et j'ai fait comme si je faisais pipi à la bouteille, et mes frères ont commencé à faire écran, et j'ai marché doucement, doucement, et puis pop, je suis parti. Mais ce n'est pas encore fini. Mais puisque les gens dedans m'ont vu, il y a au moins un qui m'a vu. Donc les 3 qui sont dedans sortent, et ils demandent aux uns aux autres d'embarquer. Et puis ils demandent après moi, donc ceux qui sont dehors disent, mais on ne l'a pas vu ici. Et alors, quand ils disent on ne l'a pas vu ici, donc pour eux, certainement ils m'ont vu dedans. Certainement il y a une porte dérobée donc, dans la cour. Certainement je me cachais pour fuir. Ils ont lancé à ma belle-mère, bon, nous on partait le tuer. Mais comme il veut se cacher, et vous les djoulas, vous enterrez vite les gens, on va le tuer devant vous-même ici et puis vous allez l'enterrer. Ils ont tous chargé leur calache et les 6 ont accouru pour entrer dans la cour. C'est ce qui a sauvé la vie de mes frères et sœurs. Parce que quand ils ont couru, les 6, pour aller dans la maison, en pensant qu'il y avait d'autres portes, ça a permis à mes frères qui étaient dehors donc, de se disperser. Ils ont fracassé toutes les portes. Ils ont pris ma grande sœur, ils l'ont bottée. Mais puisqu'ils m'ont vu, on m'a vu, je suis passé où? Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'autres portes, c'est le seul portail. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que j'ai des médicaments pour disparaître. Mais je vous dis la vérité. Et donc, ils ont appelé radio. Ils ont demandé à la compagnie de la CRS qui était à côté, qui envoyait des cargos. Ils sont venus, donc ils ont bouclé tout le quartier. Pendant ce temps, moi, qui avait marché un peu, donc je suis parti et j'ai appelé certains responsables du parti. J'ai appelé Cissé Ibrahim Bakongo, qui lui-même appelé l'actuel ministre des Affaires présidentielles, Ibrahim Ouattara. Et puis, le ministre Cissé Bakongo m'a dit, bon, écoute, évite de prendre les moyens de transport, puisqu'il y a des barrages un peu partout, mais débrouille-toi pour arriver à Cocody. Donc, j'ai l'un de mes frères qui m'a rejoint, Djibril, et on a marché. Entre-temps, je me suis arrêté donc, dans le quartier chez quelqu'un qui m'a donné donc, des vêtements, et puis on a marché, on arrivait à Cocody, et c'était en face du lycée Mermoz. Et là, il y a une voiture 4x4 qui est venue me chercher, et la voiture 4x4 m'a ramené donc, dans un hôtel, à l'hôtel donc à Angré Maou. Après, j'ai su que c'était l'hôtel donc d'un cadre donc, du RHDP. Bon, eux, ils savent de qui je parle. Je suis arrivé là-bas le mercredi, donc c'était un mercredi que s'est passé. J'ai fait jeudi, vendredi. Et comme il y avait des descentes dans les hôtels pour des contrôles, et que moi j'étais blessé, tout ça, et j'ai pas été enregistré, mais sans qu'on ne me cherche spécialement, une descente dans l'hôtel, voyant quelqu'un qui est blessé, même sans qu'on ne sache même que c'est tout Mamadou, on voit quelqu'un qui est blessé, je suis déjà un profil suspect, donc on m'a sorti de l'hôtel, on m'a envoyé chez une dame qui est au quartier Azur, qui vivait seule, avec son neveu, avec donc, sa bonne, et donc elle avait une dépendance, j'étais donc dans la dépendance. Je vous dis tout ça pour qu'on comprenne qu'on a tout subi et qu'il faut qu'on avance. J'arrive le vendredi. Le dimanche, la dame a une amie qui vient la voir. Comme elle vit seule, elle a le boy, elle a la bonne, elle a son petit neveu qui doit avoir peut-être 3 ans, 4 ans. Et la dame qui voit qu'il y a la climatisation de la dépendance qui est allumée, qui dit à son ami, mais tu as de la visée? Non, non, c'est un jeune du RDR là. Bon, les gens cherchent à le tuer, donc moi je l'ai gardé chez moi ici. Elle venait de me livrer comme ça. Le lendemain, lundi, à 22h, les gendarmes sont venus boucler tout le quartier. Je n'ai plus la numérotation exacte, mais les villas là-bas à Azur sont numérotées. Donc je crois que c'est 110, 111, 112, etc. Moi j'étais par exemple à la 110. Donc ils viennent et puis ils tapent au portail. Donc le gardien ouvre et il demande la villa 112. Et le gardien dit non, la villa 112, c'est la villa qui est après celle du milieu. Et donc, ils vont à la 112. Quand ils vont à la 112, le gardien dit, ah, tonton, vraiment, les gens sont là. Donc, dans la précipitation,
Donc je sors de la chambre, je prends l'arrière-clôture, je prends la clôture du quartier Azur. C'est Azur où il y a même un terrain de basket quelque part là. Donc je prends la clôture du arrière. En descendant, je me fracture le pied. Je ne peux plus marcher, donc je me traîne maintenant par terre jusqu'à ce que je me cache dans la broussaille vers EPP Bad. Entre-temps, quand ils vont à la 112, ils se rendent compte que la villa en question, c'était la 110, donc ils reviennent. Donc le temps qu'ils partent pour revenir, moi, c'est ce qui m'a permis donc de partir. Ils auraient pu rentrer directement. Donc l'erreur commise sur le numéro donc, de la villa. Bon, je vous passe tous les détails. Après, je cherche à me réfugier parce que je suis dans la broussaille. Vraiment là, il y avait des Burkinabés qui avaient donc les maisons en bois près de la petite mosquée du Depuis. Je tape les portes, les gens ouvrent, quand ils me voient, ils paniquent. Il a plu ce jour-là. Et puis il y a un vieux qui décide donc de me recueillir chez lui. Mais j'étais en panique. Et puis il me dit non, ne t'inquiète pas. Il fait même ses prières, il dit rien ne va t'arriver ce soir. Mais le vieux n'a même pas fini de dire ça, que la patrouille donc, de gendarmerie donc, descend dans le quartier. Et puis les gens commencent donc à fouiller. Mais là pour moi c'est fini. La femme du vieux qui estimait que dans la panique, il ne faudrait pas que je fasse trop de bruit pour ne pas que, ça attire l'attention et que les gens viennent. Mais je les entends venir, ils sont en train de venir maison après maison dont ils vont venir. Non, elle me dit en langue, non, le vieux a prié, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis à un moment donné, une voix qui dit, bon écoutez, il n'y a personne ici, allons-y. Bon. Et donc ils vont vers 5h30 du matin, le vieux qui me demande d'aller trouver refuge donc à la mosquée, la petite mosquée du Depuis, et de demander assistance. Il sort, il va dans la bouteille, il me coupe un bois pour que je puisse m'agripper dessus. Il me donne un petit boubou, mais je ne peux même pas. C'est-à-dire que comme mon pied est très fracturé, mais j'ai eu une hémorragie en interne, donc toute la plante du pied, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas. Donc je me traîne par terre pour rentrer dans cette mosquée. Tout ce que je dis, les témoins existent. Je n'ai jamais voulu parce que ce qu'on a subi là ne doit pas être, on ne doit pas l'instrumentaliser. On attend certains qui s'asseyent à Paris, qui bavardent, on a subi ces choses, mais tout le monde a subi. Si chacun devait s'asseoir pour dire ce qu'il a subi dans les détails, mais on ne s'en sortirait pas. Et donc, quand je vais à la mosquée, panique. Voleur. Parce que j'ai la boue sur moi, je suis blessé. En prenant la clôture, ma main était bandée, donc le bandage a été enlevé, donc ça a réouvert donc comment on appelle ça, la blessure. J'avais du sang sur moi. Et puis je demande à parler, ils ne veulent pas. Et puis, j'insiste. Tout ce que je demande, c'est de m'exprimer. Je préfère que, puisqu'il y a un dedans qui dit que moi je suis un voleur, s'il ne sort pas, il va m'abattre. Mais je préfère que vous me tuez, que de sortir, puis les gens, les esclaves de la mort vont me tuer. Tout ce que je demande à cette si après m'être exprimé, vous me mettez dehors. Et puis on me donne la parole. Je commence à dire, je suis RDR, il fait Sorbonne, il fait ceci, voilà, on me chèvre. Après, il y a fini par quelqu'un qui dit, mais lui, c'est un menteur. Toi, tu es quitté où à 5h du matin, et puis tu avais dit, non, toi, tu es RDR, tu es ceci, c'est là. Et c'est le nom de mon père qui me sauve. Parce que mon père, beaucoup ne le connaissent pas, beaucoup ne savent pas qui il est, les gens bavardent. Mon père était très connu dans ce pays. Mon père était ami à Oufo-Boigny, né en 1904. Il y a 72 ans entre mon père et moi, il est décédé en 1995. Il a été cofondateur de la première association islamique en Côte d'Ivoire, le CSI. Tous les grands imams de la Côte d'Ivoire connaissent El Hadji Amsa Touré, qui a été un très grand contributeur dans la cause islamique dans ce pays.
et qui a été très grand militant du PDCI. J'ai encore sa dernière carte de militant du PDCI, qui a fait la prison d'Assabou, le complot de 63, le complot de Champ Noir, qui a été l'un des... Reprenez les confessions d'Ernest Boka, on parle de mon père dedans. Bon, les gens ne savent pas, ils parlent, on dit mon père s'appelle Kalilou, et je ne sais pas quoi, Malien, bon. Mais ça, c'est de bonne guerre. Et quand je dis le nom de mon père, les gens tiquent. Tu es sûr que tu es son fils? J'ai dit oui. Mais vu la différence d'âge, mais quelqu'un qui est né en 1904, moi je suis né en 1976. Bon, si c'est ton père, dis-moi, il a une grande cour à Bobo, il a une grande cour à William Civil, il a 2 cours à Makori, il a une cour à Bengourou, il a une cour à Bundiali, il a des cours à Daloa. J'ai commencé à citer. Donc j'ai commencé à citer. Il a dit, bon, quand il va faire jour, on va t'envoyer. Donc, comme tu dis qu'il a, effectivement, il a une grande cour à Bobo, à côté de la mairie d'Abobo. Bon, on va t'emmener là-bas, et puis on verra si c'est vraiment toi le fils de Yamsa Touré. Donc, on me garde dans la mosquée, et puis quand il fait jour, vers 8 heures, il cherche un taxi, on me met dedans, et puis on m'envoie dans la cour familiale. De là, j'appelle le ministre Cissé Bakongo. J'appelle Cissé Bakongo, je vous passe tous les détails. On me trouve un endroit à Koumassi. Donc je me retrouve donc à Koumassi pendant 3 mois dans une maison à Koumassi. Il n'y avait que ma mère qui était autorisée à être auprès de moi. Pendant 3 mois, je n'ai pas vu le soleil. Je suis blessé, je ne peux pas me soigner dans un hôpital parce que j'ai rempli toutes les conditions de suspect idéal, d'assaillant, tout ce que vous voulez. Donc c'est là où j'étais qu'on venait me soigner, jusqu'à ce que mon pied puisse être rétabli et que fin janvier 2003, comme la plupart des cadres donc, du RDR, on m'aide à sortir par l'aéroport en me camouflant avec un autre nom, tout. Je sors par l'aéroport, je prends une compagnie, je crois que c'était une compagnie camerounaise qui m'envoie à Bamako, où il y avait déjà les Kandia, les Kafana, la mère du président, les AMS, il y avait beaucoup de cadres du parti qui étaient déjà à Bamako. Donc on a connu aussi l'exil. Et je suis resté à Bamako de janvier jusqu'au mois de juillet, puisque entre-temps, le ministre Zemogo, qui est devenu, à cause du processus de sortie donc des crises de Marcossi, ministre de l'Intérieur, le retour donc des cadres et des militants avait commencé à être organisé. Bon. Est-ce que moi, là, j'ai parlé de ça un jour. Quand vous me regardez là, est-ce que dans mon comportement de tous les jours, je ressemble à quelqu'un qui a vécu tout ce que je viens de dire? Mais parce qu'on a un chef qui nous a demandé de pardonner. Mais ce que je viens de vous raconter là, mais ils sont des centaines, hauts cadres, aujourd'hui vous voyez certains ministres, ou des militants lambda, dans des quartiers, qui ont vécu ça. Donc je disais à ceux que j'ai reçus en 2012, on ne peut pas être prisonnier de la haine. À un moment donné, il faut pardonner, il faut avancer. Il faut reconnaître d'abord ce que chacun a eu à faire, qui n'est pas bien. Et puis on se pardonne. Et puis on avance. Mais ressasser tous les jours, j'ai subi ça, c'est que tu n'as pas pardonné. Si tous les jours tu t'assois pour dire, moi voilà ce que j'ai subi, voilà ce que j'ai subi, voilà ce que j'ai subi, c'est que tu n'as pas pardonné. Et le plus grand pardonneur, c'est Alassane Ouattara. Mais ce que nous on a subi là, ça ne vaut même pas le centième de ce qu'il a subi en tant que leader politique. Sous le général Gueye, tentative d'enlèvement de sa femme. Sa maison à Blocos a été pillée, détruite. Le capitaine Dosso, son aide-camp, a été tué. Gardien tué. Pendant la campagne électorale à Yopougon, son oncle tué. Sa mère, qui a été humiliée sous le président Bédié, interrogée pendant des heures pour savoir est-ce que ton fils, c'est réellement ton fils, etc. Même quand sa pauvre mère est décédée, déterrée, jetée. Mais, vrai, là, si à vous on fait ça, là, et puis vous avez les moyens que Ouattara aujourd'hui, mais le pays allait être autre chose. Il a subi tout ça. Son premier message, après la crise post-électorale,
Premier message, ça je vous dis pour que vous compreniez très bien. Je ne suis pas dans les jugements, hein. Je ne dis pas qui a tort, qui a raison. Ce n'est pas ça l'exercice aujourd'hui. Parce que chacun dans le camp qu'il est estime que lui il a raison. Mais si au lendemain de la chute du président Gbagbo, le président Ouattara n'avait pas eu le discours de paix, il n'avait pas demandé à ses partisans de ne pas rentrer dans l'avion, mais certains auraient pu profiter de la chute de Gbagbo pour chercher à éliminer tous ceux qui sont proches de Gbagbo, qu'ils estiment à tort ou à raison d'avoir été à la base de leur malheur.